Pourquoi les tensions de notre journée de travail, elles semblent nous suivre jusqu'à la maison? On a tous connu ça, je crois. On passe la porte, on essaie de souffler, mais la pression, la fatigue, le stress du bureau, c'est comme des passagers clandestins qui s'invitent au dîner. Comment ça se fait que ce monde professionnel puisse s'infiltrer à ce point dans nos relations les plus intimes? C'est une question qui est à la fois universelle et en même temps terriblement personnelle. Et c'est justement le point de départ des textes sociologiques qu'on a sur la table aujourd'hui. Ils essayent de répondre à ça en regardant au-delà de l'individu. Exactement. L'idée, en plongeant dans ces sources, c'est pas de distribuer des bons ou des mauvais points. Pas du tout. C'est d'essayer de comprendre les mécanismes invisibles qui relient ces deux mondes, le travail et la maison. On va essayer de décortiquer comment le travail n'est pas juste un gagne-pain, mais comme le dit un des auteurs, une véritable fabrique de dispositions mentales. Une usine à produire nos manières de penser, de sentir. Et c'est là que la sociologie nous offre un cadre vraiment éclairant. Elle nous invite à faire un pas de côté. Au lieu de se dire c'est ma faute ou ah, c'est son caractère, on va observer les structures sociales qui nous façonnent. Ce qui est fascinant dans ces textes, c'est qu'ils montrent que nos conflits les plus intimes, les plus privés, sont souvent le reflet assourdi de conflits beaucoup plus larges. On va voir que des concepts qui peuvent paraître un peu abstraits, comme l'habitus de Pierre Bourdieu, en fait, ce sont des outils très concrets pour comprendre notre quotidien. Justement, pour que ce soit moins abstrait, les sources nous proposent un cas d'étude, un couple fictif qui est une sorte de concentré de ces tensions. Alors imaginons un artiste militant, très engagé dans des luttes anticapitalistes, et sa compagne, une sociologue universitaire. Et elle est complètement au bord de l'épuisement à cause de son travail. Là, on ne parle pas d'une simple dispute de couple, on parle de la collision frontale de deux mondes. C'est un excellent point de départ. Ça met tout de suite en lumière que la question n'est pas de savoir qui a tort ou raison. Prenons l'artiste militant. Pour comprendre sa logique, on peut dire qu'il occupe ce que Bourdieu aurait appelé un pôle critique du champ culturel. Son identité, sa raison d'être, elle est construite sur la dénonciation des violences du système, le capitalisme, les injustices. Donc, ce n'est pas juste une opinion politique pour lui. C'est sa manière d'être au monde. Ça structure toute son énergie. Précisément, les textes parlent d'un habitus de lutte, c'est-à-dire que son corps et son esprit sont entraînés, conditionnés à résister. Son carburant, c'est ce que d'autres sociologues appellent la grandeur de l'indignation. Refuser les compromis, même les plus petits, ce n'est pas de l'intransigeance pour le plaisir, c'est une manière de protéger sa capacité à lutter, de ne pas se laisser affaiblir. Pour lui, accepter une petite injustice au quotidien, c'est déjà céder du terrain. Ah, je vois. Donc pour lui, même un petit compromis à la maison peut être vécu comme une trahison de ses propres valeurs. C'est presque une question de survie identitaire en fait. Et en face, on a la sociologue épuisée. Les textes la décrivent dans une situation. Diamétralement opposé. Elle appartient au pôle institutionnel. Un monde, comme l'a bien montré le sociologue Robert Castel, qui est aujourd'hui dévoré par la surcharge administrative, la bureaucratie, la pression constante des évaluations. Son travail, qui sur le papier est un espace de création intellectuelle, est devenu en réalité une course sans fin, remplie d'injonctions contradictoires. Ce qui veut dire que son épuisement n'est pas juste un coup de fatigue passagère. Pas du tout. Et ça, c'est un point central des sources. Ce n'est pas un trait de caractère, ce n'est pas de l'hystérie, pour reprendre les vieux clichés misogynes. C'est ce que les textes nomment une socialisation négative. En d'autres termes, la structure oppressive de son travail s'est littéralement inscrite en elle, dans son corps, dans ses nerfs. L'épuisement, c'est la manifestation physique d'un système qui la broie. C'est là que ça devient vraiment puissant. Parce que la sociologie refuse de trancher et de dire qui a raison. Ce serait trop simple. Tomber dans le piège de dire que la femme est trop fragile ou trop émotive, ce serait réactiver de vieux schémas patriarcaux que la sociologie a mis des décennies à déconstruire. Absolument. La dynamique de ce couple, c'est la rencontre de deux formes de domination. D'un côté, le militant subit la violence du monde et il y répond par une posture de résistance permanente. De l'autre, la sociologue subit la violence du travail néolibéral et elle y répond par l'épuisement. Leur conflit n'est donc pas moral, il est structurel. Ce sont deux stratégies de survie qui s'affrontent. C'est ce que disait Norbert Elias, et les sources le rappellent bien. Nul n'est entièrement responsable de ces tensions, elles sont l'écho de configurations plus vastes. Le but ici, c'est de dévoiler ces forces invisibles qui s'affrontent à travers eux. D'accord, donc on a ces structures externes, ces pressions du travail, du militantisme, mais comment concrètement est-ce que ça finit par s'installer à l'intérieur de nous?
comment ça façonne notre psychologie au point de déborder à la maison. C'est toute la question de la mécanique intérieure. Le concept clé, on l'a déjà un peu effleuré, c'est l'habitus de Bourdieu. Habitus. Ça sonne un peu technique. En langage simple, c'est quoi? C'est comme un programme informatique invisible qui tourne en permanence dans notre tête. Un ensemble de réflexes, de manières de percevoir le monde, de réagir, qui nous semblent totalement naturels, mais qui sont en réalité le produit de notre environnement social, de notre éducation et surtout de notre travail. Le travail est l'un des plus puissants fabricants d'habitus. On intègre sa logique sans même s'en rendre compte. On finit par penser comme notre travail nous demande de penser. Exactement. Le sociologue Max Weber, il y a plus d'un siècle, parlait déjà d'une cage de la rationalité. C'est l'idée que la logique économique, l'efficacité, sont devenues des valeurs si centrales qu'elles nous emprisonnent. On applique cette grille de lecture à tout. Un autre penseur, Georges Simmel, disait que l'argent dissout les qualités en quantité. On ne voit plus les choses pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles valent, ce qu'elles coûtent, ce qu'elles rapportent. On devient des évaluateurs perpétuels. On regarde un coucher de soleil et une partie de notre cerveau se demande combien coûterait un appartement avec cette vue. C'est une excellente illustration. On est constamment en train de calculer, d'optimiser, de rentabiliser. Et cette mentalité crée ce que Durkheim aurait appelé un dérèglement du rapport au réel. La question qui brûle les lèvres, c'est est-ce qu'on peut y échapper? On est condamné à devenir une extension de notre fiche de poste. Les sociologues pensent que non, mais ça demande un effort conscient, une lucidité. Les sources parlent d'un arrachement critique. C'est un acte délibéré de rupture avec ses routines. C'est le moment où on se dit « Non, la surcharge de travail n'est pas une preuve de ma valeur. C'est une pathologie du système. » Et comment on fait, concrètement, pour s'arracher? Les textes suggèrent plusieurs pistes. Une des plus intéressantes, c'est de réintroduire ce que l'anthropologue Marcel Mauss appelait des gestes non utilitaires. Ce sont des actions qui n'ont aucun but de rendement, des gestes gratuits. Comme quoi, par exemple? Apprendre une compétence parfaitement inutile ou juste s'asseoir sur un banc et regarder les gens passer pendant 20 minutes. Exactement. Jouer, créer, contempler, toutes ces choses qui, du point de vue de la rentabilité, ne rapportent rien. C'est ce que disait aussi la philosophe Hannah Arendt. Il faut absolument préserver une sphère d'action qui ne soit pas instrumentale. Sinon, on devient un simple animal laborance, une créature uniquement vouée à la production pour survivre. Et si on n'y arrive pas à faire cette rupture, si on reste pris dans la machine? Alors, on tombe dans ce que les sources décrivent comme des pathologies de la performance. Robert Castel parlait du surinvestissement du rôle. C'est quand on s'accroche tellement à sa fonction qu'on finit par confondre son identité avec son utilité sociale. D'autres parlent de subjectivation maniaque, cette obsession de la performance qui devient une tyrannie qu'on s'impose à soi-même. Et ces névroses, ce ne sont pas des problèmes individuels. Elles sont liées à ce que le sociologue Alain Ehrenberg a brillamment analysé comme la fatigue d'être soi. Cette idée qu'on doit être en permanence l'entrepreneur de sa propre vie. C'est fascinant de voir comment tout ça se construit à l'intérieur. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que ça donne quand cette armure mentale rentre à la maison le soir, quand elle s'assied à la table du dîner? C'est là qu'on entre dans ce que les textes appellent le théâtre domestique de ces tensions. Le terme qu'ils utilisent est assez parlant, l'intranquillité domestique. Le sociologue Richard Sennett a montré comment l'insécurité au travail produit des individus constamment sur les qui-vive, crispés. Il ramène cette tension à la maison. Cette pression du devoir d'être capable dont parle Ehrenberg ne s'arrête pas à la porte du bureau. Elle se transforme en une sorte de petite tyrannie domestique. Une petite tyrannie domestique, c'est-à-dire qu'on se met à manager sa famille comme on managerait une équipe. C'est exactement l'idée. La logique de fonction contamine la logique affective. On exige de ses proches la même efficacité, la même réactivité qu'on attend de ses collègues. Le foyer, qui devrait être un lieu de relâchement, devient un espace où la moindre perturbation devient insupportable. Et c'est là que des situations banales peuvent exploser. Les sources donnent des exemples très concrets. Est-ce que c'est pour ça qu'un jouet qui traîne peut être perçu non pas comme un oubli, mais comme une agression personnelle? Oui, parce qu'il représente le chaos, le désordre, tout ce que la personne essaye désespérément de maîtriser. Une question posée au mauvais moment devient une intrusion. L'enfant qui rit un peu trop fort devient soudain un ennemi du repos. Le conjoint qui veut simplement discuter prend du temps, un temps qui n'a pas été alloué dans l'agenda mental. Le lien affectif est remplacé par une logique de gestion des ressources. C'est terrible de se dire ça. L'amour qui devient de la gestion de projet. Ou pire, de la gestion de risque, comme le suggère une des sources. On anticipe les réactions de l'autre, on évite les sujets qui fâchent, l'atmosphère devient tendue,
Tout le monde marche sur des œufs, la personne surchargée oscille entre un besoin de tout contrôler et un mutisme complet, un retrait total. Ce n'est pas de la méchanceté fondamentale, hein. C'est souvent une tentative maladroite de reprendre un contrôle qu'on n'a plus du tout dans sa vie professionnelle. La maison devient le seul royaume où l'on peut encore être le roi. Et pour les enfants qui grandissent là-dedans, quelles sont les conséquences? Elles sont profondes. Les textes évoquent les travaux du pédiatre et psychanalyste Winnicott sur les climats émotionnels saturés. Les enfants qui évoluent dans ces atmosphères imprévisibles deviennent des experts pour décoder l'humeur des parents. Ils apprennent à se faire discrets, à anticiper les crises, à renoncer à leur propre spontanéité pour ne pas déranger. C'est une charge émotionnelle énorme. Et comme le disait Elias, ces expériences laissent des cicatrices qui demeurent longtemps dans les fibres du sentiment. Donc, si on synthétise tout ça, le message principal de ces textes, c'est que l'épuisement, l'irritabilité, les conflits qui nous semblent si personnels ne sont en fait pas juste des problèmes de caractère ou de couple. Ce sont souvent les symptômes d'un système de travail toxique qui se déverse dans nos vies. C'est la conclusion majeure. Et elle est incroyablement libératrice. La prise de conscience de ces mécanismes, c'est le tout premier pas. Comprendre que ce qui se joue à la maison n'est pas seulement de notre faute, ça permet de déculpabiliser. Ça permet de déplacer le problème et de commencer à nommer la véritable source. Une organisation du travail qui est devenue humaine. C'est seulement à partir de là qu'on peut commencer à agir. D'ailleurs, les sources se terminent sur une phrase qui m'a beaucoup marquée. Je pense savoir laquelle. La domination la plus forte est celle qui ne se sait pas domination. Exactement. Tant qu'on croit que le problème, c'est notre caractère, notre fatigue ou notre partenaire, on reste prisonnier d'une logique qui nous dépasse. Le système continue d'exercer son emprise sans jamais être mis en question. Ce que nous amène à une dernière pensée, une question à laisser mûrir. Si le travail façonne à ce point notre intimité, quels sont ces fameux gestes non utilitaires, ces rituels, ces espaces symboliques qu'on peut consciemment réintroduire dans nos vies pour protéger nos relations? Comment peut-on, comme le disent si joliment les sources, retrouver notre propre souffle? Et finalement, comment faire pour ne pas confondre son existence avec sa comptabilité?